Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 166e émission. Il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas assez de lecture et que je voulais pas vous faire une émission vide. Et donc j'ai préféré garder ce que j'avais sous la main pour faire une émission 166 complète. Donc une semaine et le temps d'avoir des nouveaux livres et de les lire. Vous comprenez? Alors, c'est l'émission J'irai lire des comics chez vous, l'émission de Comics Place. On va parler bien entendu de comics. Je voulais vous signaler que j'ai un peu réorganisé la BD Room et que nous allons essayer la semaine prochaine, et cette fois je tiendrai parole, de faire un nouvel angle qui est là. Je peux pas aujourd'hui parce que c'est encore le bordel. Voilà, vous savez tout. J'ai pas fini de ranger. Voilà, toute la VF se trouve maintenant derrière moi. Panini, Glénat, Milady, Panini, Delcourt, le marteau de Thor, le bouclier de Captain America, Delcourt, Urban, voilà. Vous savez tout. Alors, ça fait déjà une minute qu'on parle pour ne rien dire. Alors, on va parler, voilà, Urban. On vient de dire Urban, alors on va parler d'Urban. Avec la sortie, mesdames et messieurs, je les ai pas mis dans l'ordre, ça va être un sacré souk, de Batman tome 4 chez Urban en librairie. Alors, vous avez adoré La Cour des Hiboux, vous avez moins aimé La Nuit des Hiboux. Je ne sais pas pourquoi. Oui, vous l'avez moins aimé parce que il y avait pas que du Capullo. Bah ouais, il y avait un annual dedans. Voilà. Vous avez certains d'entre vous ont été déçus par le deuil de la famille, l'histoire avec le Joker un petit peu foufou. Et voilà. Et au lieu de jouer une espèce de surenchère, Scott Snyder et Greg Capullo, aidés de Raphaël Albuquerque. Il y a un autre dessinateur, mais Raphaël Albuquerque, c'est le dessinateur de American Vampire. Vous le connaissez, il est très doué. Ils ont décidé de raconter les origines de Batman. Ah bah tiens, en voilà une nouveauté. C'est vrai que ça n'a pas été fait récemment. Donc au lieu de... qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé... C'est un peu sale. Qui a mis du café sur mon Batman? Ils ont décidé de créer quelque chose qui s'appelle The Year Zero, l'an zéro. Et qui est une espèce d'anti-année 1. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'année 1, on est à l'année 0. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, philosophiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Scott Snyder raconte l'arrivée d'un Bruce Wayne de retour à Gotham, qui découvre que sa ville, c'est le souk, et qui va revêtir la vie de Batman. Ça, l'histoire, on la connaît. Mais vous savez que les histoires dans les comics se racontent plusieurs fois à plusieurs époques. Dans son introduction, Snyder il dit vraiment qu'il n'a pas voulu... On ne touche pas au mythe, on ne touche pas à Year One. Year One, c'est magnifique. C'est lent, c'est un polar, c'est noir, c'est dark. Lui, il a voulu quelque chose de lumineux. Il a voulu quelque chose bourré d'action. Il a voulu quelque chose qui pète, parce que c'est dessiné par Greg Capullo. Et donc, il nous a créé une vraie bonne histoire, différente. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail sur les couleurs, notamment. On a l'impression de... C'est marrant parce qu'ils ont voulu se débarrasser de ces couleurs à une époque. Donc, vous savez, où il y avait vraiment... Il y avait pas de dégradé à l'époque. On était vraiment sur des couleurs voilà, ces couleurs-là. Qu'on pouvait voir notamment dans Killing Joke, qui a été retravaillé après, plus grisé, plus déprime, plus tout ce que vous voulez. Et finalement, je trouve que là, le travail accompli est incroyable. Alors, travail absolument incroyable de Greg Capullo, encore une fois au sommet de son art. Une histoire qui se laisse lire, c'est-à-dire que on y découvre un ennemi qui est le Red Hood. On y découvre, voilà, il y a plein de choses qui font écho à des choses qu'on a lues ailleurs. Je parlais de Killing Joke, je parle évidemment du Year One de Mazzucchelli et Miller, mais c'est différent. Voilà, c'est comme lire les origines de Daredevil. Je pourrais comparer ça, moi qui adore Daredevil. Je vous l'ai dit que j'adorais Daredevil. J'adore Daredevil. J'adore Daredevil et j'ai adoré le Man Without Fear, par exemple, de Miller et John Romita Jr., qui est pour moi une merveille. Et c'est la meilleure façon de raconter les origines. Et je l'avais lu en top BD à l'époque chez Semic. Et ils ont re-raconté ces origines plusieurs fois. Et une autre fois où je les ai adorées, c'était celle de Jeff Lobb et Tim Sale dans Daredevil Yellow. Et pour moi, il y avait des petites contradictions entre les deux histoires.
mais elles étaient complémentaires, elles étaient toutes les deux bien. Et ben voilà, on peut raconter plusieurs fois la même histoire d'un angle de vue différent, d'un point de vue différent, donc Scott Snyder le prouve, parce que Jeff Jones venait de le faire si vous voulez, dans le Batman Earth One, là, le Terre 1, et raconter ses origines, l'arrivée un peu difficile de Bruce Wayne, le retour, etc., ses démons, etc. Mais c'est très intéressant si vous voulez de lire ce point de vue. Alors, moi je vous dis ça, j'ai déjà lu tout. Ça va sur 12 numéros, hein, donc il y aura 3 tomes, je pense. Pour moi, l'an 0, alors, je reprends du plaisir à le lire en français. Mais quand je l'ai lu en VO, j'étais un peu déçu de pas justement avoir cet arc de puta madre après, si vous voulez, une histoire comme la Cour des Hiboux, parce que je voulais redécouvrir la Cour des Hiboux. Et là, on en est au numéro 35 aux États-Unis, et ça, il y en est de retour au présent, parce que ça se passe il y a 5 ans finalement, enfin, dans la chronologie de Batman. Et si vous voulez, ils ont décidé de faire une histoire un peu folle qui s'appelle Endgame, et où Batman combat tout le monde, la Justice League et tout ça. C'est un peu son Old Man Logan, et Ennemi d'État là, vous savez, c'est très chouette. On en reparlera très très bientôt. Et c'est très chouette, c'est très lumineux, c'est très Greg Capullo, c'est très chouette. Et j'aime beaucoup parce que Greg Capullo, quelle merveille. Faut qu'il reste longtemps sur Batman. Alors, je voulais vous parler également. Alors, hop, on va continuer avec les albums. Alors, ça, je voulais le lire. J'adore les X-Men, vous le savez, tu le sais. Je vais te tutoyer, c'est plus sympa. Alors, les X-Men, j'ai acheté ça. No More Mutants, ils n'ont pas traduit le titre. Je trouve ça bizarre. C'est un graphic novel. Ce n'est pas paru en kiosque, ce n'est pas paru en single, ce n'est pas paru en épisodes. C'est la nouvelle collection Marvel, donc Panini, qui propose des histoires complètes. Alors, il y avait déjà eu... Bah, je l'ai là. Est-ce que je l'ai là? Il est où? Ah bah non, parce que je l'ai en VO. Les VO, c'est là-bas. Je pense tout. Il y avait déjà eu un Spider-Man par James Robinson, Gabriele... C'est Delotto qui l'a dessiné? Je sais plus. Enfin, c'était très beau. C'était très chouette en plus avec la sœur de Peter Parker. Il y a eu un Avengers qui paraît qui était pas terrible. Je l'ai pas lu. C'était du Warren Ellis et du Mike Micron. Et ça, je voulais le lire. Alors Mike Carey, vous le connaissez, il a déjà scénarisé les X-Men pendant très longtemps, la série X-Men Legacy notamment, très très longtemps, il a fait je crois 7 ou 8 ans de X-Men. Salvador Larroca, vous le connaissez aussi, il a fait toutes les séries X-Men, Iron Man, il a fait Heroes Return, il a fait tout ce que vous voulez, les 4 Fantastiques pendant des années. C'est un bon faiseur chez Marvel. C'est le genre de mec qu'on appelle quand il faut faire les pages, quoi. Il manque un tout petit peu de fun, si vous voulez. Il manque un tout petit peu d'exotisme, ce dessinateur. Mais voilà, il travaille. En fait, il est capable de tout. Il est capable du bon comme du moins bon. Par exemple, ça c'est bon. Alors, j'avais très très envie de lire ça, parce que j'adore les X-Men et j'adore lire des nouveaux titres sur les X-Men, surtout que celui-là, je n'avais pas lu en VO. Ça, c'est de la VF chez Panini, très bel album, grand format, c'est très chouette, bravo. Et donc, du coup, j'étais très curieux de lire ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort, donc c'est un graphique novel de 120 pages, c'est une histoire complète. L'histoire, c'est quoi? C'est que un jour, les X-Men se rendent compte qu'il n'y a plus d'humains. Il n'y a plus que sur Terre, donc ils étaient 300 à un moment, maintenant ils sont beaucoup plus. Donc ça se passe dans la continuité, c'est-à-dire que vous avez le Cyclope avec le X sur le visage, donc d'un côté les Uncanny X-Men, de l'autre côté les All New X-Men, avec l'école Jean Grey du professeur Logan, vous avez l'école de l'autre côté Xavier de Cyclope, voilà, ils sont toujours pas très copains, ils se fritent, voilà, c'est pas la joie, mais ils doivent s'unir pour voir ce qui se passe. L'histoire, donc ils vont enquêter, ils vont se rendre compte que vont savoir qui a fait ça, comment ils l'ont fait, etc., etc. Je vous raconte pas l'histoire parce que je vais pas vous raconter la fin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais un peu vous spoiler quand même, parce que de temps en temps il faut le dire. Je voulais adorer cette BD parce que je me suis dit allez, je vais la lire. Et il y a 2 choses qui m'ont embêté. 3 choses. La première, c'est la structure. C'est Marvel, depuis toujours, ils savent faire des bouquins de 20 ou 22 pages, ou voire 17, dans les années 80, où il y a un début, une histoire, un cliffhanger, et on a envie de lire la suite, donc c'est structuré comme ça. Mais raconter une histoire de 120 épisodes, c'est pas la même chose. Et je trouve qu'il y a un problème de rythme.
Il y a un vrai problème de rythme dans cette BD. C'est-à-dire que on sait, il y a un moment, ça s'essouffle et puis ça repart un peu et puis voilà, ça ne se construit pas de la même façon et j'ai l'impression que les scénaristes qui ont l'habitude, qu'ils soient anglais, américains, n'ont pas l'habitude de travailler sur un format aussi long. C'est beaucoup 120 pages, hein. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que j'arriverai à le faire et je dis encore moins que un auteur français pourrait le faire. Mais 120 pages, ça ne s'improvise pas. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait des vrais problèmes de longueur, de structure, etc. Bon, la deuxième chose que j'ai moins aimé, c'est que Salvador Larroca, comme je vous ai dit, il est capable du très bon. Ça, c'est très très bon. Par exemple, on dirait du Ron Garnet. Comme du beaucoup moins bon. C'est-à-dire qu'il y a des pages à la limite du piquage de yeux. Je vous montre celle-là, par exemple. En haut, enfin, je veux dire, il ne sait même pas dessiner une paire de fesses, quoi. Je veux dire, là, ces personnages féminins ne sont pas du tout sexy. C'est vraiment dommage parce que c'est un dessinateur qui a toujours eu beaucoup de potentiel. Et qui le gâche souvent, je trouve, son potentiel. Donc voilà, on oscille entre le très très bon, parce que je peux le dire, et avec le moins bon. Et du coup, sur 120 pages, on a l'impression qu'il y a même plusieurs dessinateurs, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne reconnaît pas du tout Salvador Larroca. On aurait aimé plus de rigueur, voilà. On aurait... Sal, si tu me regardes, si tu m'écoutes, je souhaite plus de rigueur. Pour le deuxième trimestre, j'espère que ça va aller en s'améliorant. Donc voilà, et l'autre chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est que comme c'est dans la continuité mais que ça ne doit pas affecter, si vous voulez, la série régulière de Bendis, tout ce qui se passe dedans à la fin, allez hop, on oublie, ça c'est un peu dommage, et c'est surtout le côté, il y a un moment, il va falloir que les scénaristes ils se creusent un peu la tête, quoi, parce que le début est super, bon, il n'y a plus d'humains, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais on nous ressort des méchants qu'on venait de voir. Allez, je peux le dire, il y a Raze, hein, le mec qu'on voit dans All New X-Men, là, qui vient du futur, le fils de Wolverine et Mystique. Et puis le dénouement, ils nous ressortent Phoenix, quoi. Excusez-moi, je vous spoil, mais ça coûte quand même 17 €, quoi, faut le dire. Ils nous ressortent Phoenix. Alors, c'est pas Phoenix vraiment, vous allez voir. Enfin, j'allais dire, c'est pas Jean Grey, quoi. Mais... on a eu Song là, vous vous souvenez le truc de Greg Pak et Greg Land, c'était Greg Pak qui scénarisait, je me souviens plus. Il y a eu Song, il y a eu trois histoires, il y avait Tyler Kirkham qui dessinait. On a eu, mais un nombre, depuis 10 ans, combien de fois ils nous ont ressorti le Phoenix? Ils nous l'ont ressorti pour Avengers versus X-Men. Et à un moment, sortez-nous autre chose, quoi, que le Phoenix. Hein, on en a marre. C'est vraiment, et puis surtout que le Phoenix est tout puissant, quoi. C'est comme avoir Superman contre des cambrioleurs, quoi. Je veux dire, ils n'ont aucune chance. Voilà. Donc Phoenix, c'est un peu dommage de sortir Phoenix à toutes les sauces. Voilà. Moi, j'aimerais que, je trouve que ce que fait Bendis sur All New X-Men, c'est vraiment génial. Et je trouve que c'est un petit peu décevant finalement de se retrouver avec... voilà, il a réhabilité Jean Grey, la jeune Jean Grey elle est géniale, mais pourquoi tout le temps sortir ce Phoenix, surtout que Phoenix c'était censé être un peu l'événement. Donc voilà, donc je voulais l'aimer, eh ben j'ai moyennement aimé. Alors ce que je voulais vous dire que j'ai sur ce format, c'est que c'est nouveau chez Marvel. On sait qu'il y en a un qui s'appelle Age of Ultron qui sort pour le film, Age of Ultron, Avengers, qui sera fait par Remender et Openar, et ça va être très bien, ça va être très beau en tout cas, je ne sais pas si ce sera très bien, mais ce sera très beau. J'ai l'impression que ça va en s'améliorant. Le premier, tout le monde a dit que c'était pas terrible, là, les Avengers par Warren Ellis, pardon, excusez-moi. Ah ben dis donc, il est très tard en fait, j'enregistre très tard, je voulais vous le dire, pour que vous ayez une émission. On a eu ensuite le Spider-Man qui était très bien, vraiment très bien, moi j'ai beaucoup aimé. Et on a celui-là qui est pas mal, sans plus. Mais je me dis, bon, ils vont devenir bons dans ce format, ils ont décidé de le pousser, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs beaux albums, et il va forcément naître des belles choses. Donc, il faut essayer, il faut soutenir, parce que sur les 10 prochains qui vont arriver, on va peut-être avoir des merveilles, et des vrais graphic novels, des vraies histoires qui se tiennent sur 120 pages, et on peut, enfin, vous voyez, il y a plein d'auteurs chez Marvel, ils nous disent, ils sont pas capables de faire plus de 3 numéros, parce que ces gens, en effet, ils ne font pas de séries mensuelles, ou très peu, des gens comme Arthur Adams, des gens comme Joe Madureira, ou J. Scott Campbell, eh ben, prenons-nous à rêver, peut-être ensemble, un jour, d'un graphic novel comme ça, par un Arthur Adams, par un Madureira, par un Campbell. Voilà. On ne sait pas si ça va arriver, je prêche dans le vide, mais imaginez quelque chose de beau avec évidemment un très bon scénariste, un Remender, quelqu'un comme ça. Je pense qu'un Bendis, il y a des choses à faire. Voilà.
Alors, on continue parce que 14 minutes pour parler de 2 albums, c'est pas beaucoup. Mais on a décidé cette année de parler plus en profondeur des albums, vous le savez. Je voulais vous parler de ça, que j'adore, parce que j'avais adoré. Alors ça, du coup, je peux vous le montrer. Hop. Oh là là, ça veut pas venir. Hop. Voilà, ça. Ça, c'est Kay et Jake Ellis. C'est sorti chez Panini l'année dernière. C'était un titre Image Comics. Et c'était un titre... signé Nathan Edmondson. Dans exactement le même format, Panini, hors collection, nous propose Black Widow version New 52, scénarisé par le même Edmondson, qui sait écrire, qui sait construire une histoire, il n'y a pas de problème, et dessiné par l'incroyable Phil Noto qu'on a pu voir sur Uncanny X-Force notamment, et beaucoup d'épisodes de Danger Girl, si vous avez acheté les Danger Girl Destination Danger. Le dessin est très très beau, tout en pastel, c'est magnifique. Et alors ça commence un petit peu comme, si vous voulez, ça commence un petit peu comme, enfin c'est un peu comme Hawkeye, la série avec œil de faucon, où on voit un peu le quotidien en dehors des Avengers de Hawkeye. Et bien là c'est un peu pareil, on voit le quotidien de Natasha Romanoff, de Black Widow, en dehors des Avengers et du Shield. Et donc bah, elle fait des missions, et vous apprendrez pourquoi. Et en fait il y a plusieurs petites histoires courtes et, qui tissent une toile, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment très agréable à lire parce que l'écriture est ciselée, vraiment. Le dessin est très très beau et c'est un hyper plaisir. Je n'ai qu'un seul regret sur cet album qui est vraiment très chouette. Et ça je vous le recommande, ça. Très très bonne lecture, Black Widow, donc ça s'appelle Raison d'être, tome 1. C'est magnifique et je trouve que c'est un super boulot et c'est génial de l'avoir sorti en album, merci Panini. C'est que, pourquoi il n'y a pas une délimitation entre chaque épisode? En plus ce sont des histoires, il y a une vraie coupure, moi je peux vous montrer ce qui se passe entre l'épisode 1 et 2. Allez hop on y va, parce que honnêtement j'en ai marre. Première mission de Natasha Romanoff, bah ça y est je l'ai passé. Super premier épisode, je ne vais pas vous le raconter, vous le lirez, il est très chouette. Et à la fin de l'épisode, petit gimmick, hop, elle parle toute seule, elle est chez elle, et il y a une petite araignée, une petite veuve noire, vous voyez. Et boum, dès la page d'après, il n'y a même pas un petit fin de l'épisode, rien. Je veux dire, c'est du comics, c'est un format de 20 pages, avec un cliffhanger à la fin, avec un truc où non, on arrête, on a envie de tourner la page. Eh ben, il faut qu'il y ait une délimitation. Putain, vous le faites pas sur les Deluxe, vous le faites pas sur les collections Marvel Now, il faut le faire, c'est comme ça que ça se lit, c'est comme si vous coupiez une partie d'un film, c'est comme si vous coupiez le générique, ou c'est comme s'il n'y avait pas les scènes post-génériques dans le film Avengers, ou dans Captain America 2, dans Les Gardiens de la Galaxie, il manque un truc. Je suis désolé, on ne coupe pas, c'est comme si on mettait les bobines à l'envers, Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est tellement simple. Alors, à la fin, il y a toutes les couvertures. Elles y sont. Mais elles devraient être entre chaque épisode. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'Urban fait. C'est comme ça qu'on le fait. C'est comme ça qu'on édite un bouquin. Putain, écoutez-nous quoi. J'en ai marre quoi. Vraiment, j'en ai marre parce que ça me gâche la lecture. Je sais pas où j'en suis dans mon épisode. On a besoin de savoir où on en est dans notre épisode. Et respecter la structure et la façon dont Nathan Edmondson a écrit son scénario. C'est quand même pas, c'est pas compliqué Panini, bordel. C'est pas, j'aimerais qu'on réponde un jour à ma question. Hein. Les gens qui bossent chez Panini répondent à ma question parce que vraiment ça me saoule. Voilà, très bonne série en tout cas, très très bonne série et je vous la recommande. Alors on va parler de choses plus légères. La première c'est que j'ai reçu, je ne sais pas si vous connaissez l'encreur Julien Huguenard-Bert. Qui encre le Star Wars qui est sorti la semaine dernière de Stéphane Creti sur un scénario de Brian Wood, qui avait fait aussi la série Agent of the Empire, qui fait Injustice qui sort chez Urban. Lui il fait la saison 2, donc ça sortira en 2015 certainement, et il avait fait Crust. Et c'est un il avait fait une campagne Ulule pour faire son sketchbook, son 3e sketchbook. Et ben il l'a fait. Il l'a financé, il a levé je crois 3000 € et il a pu financer son sketchbook et je l'ai reçu avant qu'il parte à la New York Comic Con et il y a des choses très très chouettes je trouve, puisque c'est un très bon encreur, ça c'est une évidence, mais c'est en plus un dessinateur qui progresse de plus en plus et qui commence à faire des choses très jolies. Donc la couverture, vous l'avez vu, elle est merveilleuse, elle est vraiment très chouette. Il y a des choses très très bien comme ça, hop.
Voilà, je trouve que graphiquement, il commence à avoir un univers très chouette et moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai toujours un plaisir. Voilà, ça c'est génial. Le Sin City qu'il a fait, c'est vraiment super beau. Voilà, donc ça se trouve, je sais, alors ça va se trouver à Paris Comics Expo, vous pourrez le rencontrer. Je vais voir s'il y a un lien, et je vous mettrai ça sur Comics Place, s'il y a un lien pour regarder son... pour voir si on peut l'acheter en ligne, voilà, en attendant. Alors, on parle de sketchbook, je voulais également vous montrer, je l'ai reçu, j'en ai parlé dans une micro-émission, une pocket émission, le sketchbook de Nairo Fino avec back cover. Nairo Fino, vous le savez, c'est la coloriste de J. Scott Campbell, et depuis quelques années, elle fait des couvertures pour Zenescope, pour Big Dog Inc., pour Dynamite, et j'en passe, et elle fait des choses de plus en plus jolies, et c'est vraiment merveilleux. Regardez sa vampirella, comme c'est chouette, et voilà, et ça c'est une quantité hyper limitée, parce que c'est vendu qu'en convention aux États-Unis. Ça j'adore celui-là, il est magnifique. Et donc je voulais vous en parler parce qu'on en a fait venir, comme vous le savez, j'en ai parlé dans ma pocket émission. Et si vous aimez Nairo Fino, si vous aimez son univers graphique, si vous aimez la série qu'elle a fait qui s'appelle The Secret Life of Crows, eh bien je vous invite vraiment à prendre son sketchbook qui est le 3e, son artbook avec toutes les couvertures. On n'a pas les premiers parce qu'ils sont sold out. Par contre on a je crois une dizaine d'exemplaires de celui-là, donc sautez dessus si vous le voulez, puisque je pense que vous allez aimer. Voilà, un très très bon sketchbook à ne pas rater. Je termine avec un magazine, j'en parle tous les mois parce que je l'aime ce magazine. C'est Cinématiseur, et c'est le numéro 38 qui fait sa couverture sur Interstellar. Il y a un très très bon article sur la phase 2 des Avengers. Hop, il est là. Et pour la première fois, il parle comics. Il parle déjà des Inhumans, disant que les Inhumans seront certainement dans un prochain film. Et ça parle comics quoi, c'est-à-dire que ça parle pas que ciné, ça parle comics. Et puis on voit plein de choses sur Avengers. Très très bon magazine si vous prenez le train, si vous achetez des magazines. Moi celui-là, c'est un des rares que je lis parce qu'il est geek friendly et que j'ai l'impression que les gens qui écrivent les articles ont lu les mêmes comics que moi. Et c'est quand même pas négligeable. Très bon magazine, je vous le conseille. Voilà, donc du sketchbook cette semaine. Des albums avec Black Widow qui finalement est certainement le meilleur de la semaine, celui-là qui m'a un peu déçu mais gardons espoir, et bien entendu ah non c'est pas celui-là, il est là, c'était jaune. C'était jaune, je me dis mais c'est pas celui-là. Donc les X-Men et bien entendu Batman, l'incontournable, parce que de toute façon Batman c'est toujours bien, surtout quand c'est Snyder et Capullo. C'était la 166e. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour une 167e émission de fournie. Si c'est ton anniversaire, ton nom va défiler en bas de l'écran. Et merci en tout cas de t'être inscrit au club. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. D'ici là, lisez des comics et rendez-vous sur Comics Place tous les jours pour voir toute l'actu comics, les sorties du jour, les sorties de la semaine, les sorties du mois, de demain. Boum, tout est là. Salut, salut.